Voilà, il est 12 heures pile à nos montres. L'heure de commencer ce webinaire avec la présentation donc, de Noémie Zambo sur monter une opération d'autoconsommation collective sur du patrimoine public. Ce sera suivi d'un témoignage d'une collectivité qui réalise ça. Quelques consignes pour les nombreux participants et participantes. Il y avait plus de 200 inscriptions sur ce webinaire. Du coup, on attend pas mal de monde. Malheureusement, on ne pourra pas vous faire intervenir à l'oral, vous imaginez bien. Mais n'hésitez pas à poser absolument toutes vos questions sur l'onglet conversation. Donc, c'est en bas à droite de votre écran. Et si on n'a pas le temps de y répondre dans le temps imparti, 1h30, on s'est fixé sur cette session, eh bien, nous relayerons ça ensuite sur la e-communauté et essayerons d'apporter toutes les réponses dont vous avez besoin. Tout de suite, je laisse la parole à Emmanuel Poncet qui va nous présenter notamment des formations en lien avec la thématique du jour. Merci Julien, oui, bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire qui visiblement, alors je crois qu'on a 200 inscrits, assez prometteur sur le montage d'une opération d'autoconsommation collective sur le patrimoine d'une collectivité, donc un sujet très concret. Et merci aux trois intervenants, donc d'Aura 2E et de la commune donc de Cournon d'Auvergne pour leur présentation et la mise à disposition de leur temps sur ce sujet. Alors en effet, le CNFPT vous propose une douzaine de sessions donc que j'ai compilées dans un document qui sera disponible avec le compte-rendu, donc la vidéo et les présentations. Une douzaine de sessions sur différents sujets, que ce soit la gestion de l'énergie de la collectivité sur son patrimoine au sens global, ou l'intégration des ENR dans le patrimoine, mais aussi sur les questions d'opérations de rénovation ou de politique de maîtrise de l'énergie dans les bâtiments existants. Voilà, donc les sujets, on va dire, d'autoconsommation, le sujet d'autoconsommation collective peut être évoqué à différentes séquences dans ces différents modules de formation qui ont lieu sur tout le territoire national. Voilà. Ben, écoutez, je vous laisse poursuivre. Julien, je te rends la parole avec une belle animation. Merci à toi et Farad pour ce travail de préparation. Et je vous dis à bientôt. Bon webinaire. Du coup, moi, j'ai pas grand-chose à dire à part de lancer la balle à Noémie pour commencer directement sur le sujet. Merci Julien, merci à tous d'être là. Donc, ce qu'on vous propose, c'est, je vais faire une introduction en fait relativement longue sur ce que c'est que l'autoconsommation collective patrimoniale, rappeler le principe et le cadre réglementaire de l'autoconsommation collective, le rôle de la PMO, la place que qu'une collectivité peut tenir. Et ensuite, on verra divers montages possibles pour une collectivité qui voudrait faire de l'autoconsommation collective. Et puis quelques ressources documentaires que je vous ai mis en lien. Et on terminera par le témoignage de Bertrand Cormeret et Marion Gasque de la commune de Cournon d'Auvergne qui viennent de lancer une première opération d'autoconsommation collective patrimoniale. Donc, n'hésitez pas à écrire vos questions dans le chat et Julien nous les retranscrira le moment venu. Donc, juste pour vous préciser d'où je parle, on va dire, je travaille à Aura 2E, qui est l'agence régionale énergie-environnement de la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est une structure qui sert de centre de ressources pour les collectivités. Voilà, on reçoit à peu près 1500 sollicitations par an sur une diversité de thématiques qui vont de la gestion des déchets, le changement climatique, l'énergie, le bâtiment. Donc, les thèmes dont Emmanuel vient de parler sont au cœur de nos sujets, de nos accompagnements. On a aussi pas mal de projets d'importance, soit des projets européens, soit des projets, par exemple, dans le cadre des dispositifs C2E, et on anime des réseaux d'acteurs avec plus de 900 partenaires.
Donc, les thèmes qu'on traite, je viens d'en parler. Il y a aussi effectivement la mobilité, la commande publique et l'économie circulaire et les sujets énergétiques qui nous intéressent aujourd'hui. Et plus particulièrement, sur les énergies renouvelables, on anime aussi le réseau énergie partagée en région qu'on appelle le réseau Oracle, Auvergne-Rhône-Alpes Citoyenne Locale Énergie. Et puis, on anime les filières photovoltaïque, géothermie, méthanisation et chaleur bois avec fibre. Donc la définition de l'autoconsommation collective, donc vous savez qu'on peut valoriser différemment la production de systèmes photovoltaïques, soit jusqu'à 500 kW crête, on peut vendre l'électricité en obligation d'achat sur le réseau, soit au-dessus de cette puissance-là, on peut aussi vendre dans le cadre d'appels d'offres lancés par la CRE. Donc ça, c'est le système de vente totale. Donc là, on a un engagement sur le long terme de la part du réseau à racheter l'énergie, à acheter l'énergie. Soit on peut l'autoconsommer du point de vue individuel, c'est-à-dire que le titulaire d'un point de livraison va produire une partie de ses besoins énergétiques avec du photovoltaïque et va venir en fait déduire de sa consommation ce qu'il produit et autoconsomme. Éventuellement, on peut vendre le surplus au réseau dans le même cadre que précédemment. L'autoconsommation collective, donc là, c'est un partage d'énergie locale entre consommateurs voisins. Et enfin, le contrat de gré à gré ou PPA, où là, c'est un contrat avec un fournisseur d'énergie, donc il faut être fournisseur d'énergie, ce qui n'est pas le cas dans le cadre de l'autoconsommation collective. Et par contre, il n'y a pas de restriction géographique dans le cadre d'un PPA, alors que dans l'autoconsommation collective, on va le voir, il y a une notion de territoire et de territoire restreint pour exercer ce périmètre d'autoconsommation collective. Donc, c'est des sujets qui bougent beaucoup et qui se précisent avec le temps, avec les textes de loi. Donc là, on travaille dans le cadre de l'arrêté tarifaire de octobre 2021 pour des installations photovoltaïques sur bâtiments ou ombrières d'une puissance de 500 kW crête ou inférieure. Et voilà. Et donc, avec des tarifs d'achat plafonnés à 1600 heures par an, en dessous de 100 kW, et 1100 heures par an ensuite. Et puis, depuis le S21, donc l'arrêté tarifaire d'octobre 2021, on peut changer de système et passer de l'un à l'autre, autoconsommation collective ou autoconsommation individuelle ou vente totale, plusieurs fois dans la durée du contrat. 2 fois dans la durée du contrat. Et ça, c'est nouveau. Donc, l'autoconsommation collective, en fait, ça vient s'additionner à un système de valorisation, soit autoconsommation individuelle, soit vente totale de l'électricité. Donc, on déclare l'installation comme valorisant son énergie dans un cadre ou dans l'autre. Et puis ensuite, on la déclare aussi comme faisant partie d'un périmètre d'autoconsommation collective. Je vais y revenir. Donc, qu'est-ce que c'est exactement l'autoconsommation collective? En fait, c'est la fourniture directe entre un ou des consommateurs et un ou des producteurs réunis au sein d'une personne morale organisatrice. On parle d'autoconsommation étendue quand ça concerne plusieurs bâtiments, donc c'est la grande majorité des cas. En fait, on parle d'autoconsommation collective pas étendue quand, par exemple, on parle d'une copro, donc ou un bâtiment de logement collectif où on a plusieurs points de livraison dans un seul bâtiment. Par exemple, pour les bailleurs sociaux aussi, c'est le cas. Donc ensuite, on a un rayon d'action. Donc le rayon d'une opération d'ACC, c'est 1 km. En fait, plus précisément, c'est une distance de 2 km maximum qui sépare 2 participants à l'opération d'autoconsommation collective. On peut avoir une dérogation pour les milieux ruraux à solliciter auprès de la DGEC
pour étendre à 20 km la distance entre deux participants. Donc, deux participants, ça peut être des consommateurs, un consommateur et un producteur, ou deux consommateurs ou deux producteurs, peu importe le statut de ces participants. Donc ensuite, ce sont des installations qui doivent être raccordées au réseau public de distribution, donc basse ou moyenne tension, et puis d'une production inférieure à 3 MW. Donc, toutes les installations reliées doivent être équipées de compteurs communicants, et le tarif d'achat du surplus non consommé est possible pour les installations sous le nouvel arrêté tarifaire S21. Donc, les intérêts de ces installations en autoconsommation collective, c'est un circuit court de l'énergie, puisqu'on est sur une production locale et renouvelable, une maîtrise des factures dans le temps, puisque c'est des coûts d'investissement qui sont connus à un instant donné. Et ensuite, on a un rapprochement des acteurs, donc une communauté énergétique qui se crée autour de ce périmètre d'autoconsommation collective, avec les producteurs et les consommateurs qui sont sur cette installation d'autoconsommation. Enfin, on a une valorisation maximale de la production, donc c'est-à-dire qu'on peut profiter des différences de courbes de charge et d'appel de puissance à un moment donné, et aussi des foisonnements des productions à un moment donné, pour bénéficier un maximum, maximiser en fait l'utilisation de l'énergie produite localement. Noémie, je relaye deux petites questions, parce que sinon je pense elles ne seront plus d'actualité si on attend la fin. Raphaël demande s'il n'y a pas d'installation au sol possible pour une ACC. Est-ce que c'est juste des bâtiments ou une ombrière? Et monsieur ou madame Godino, je ne sais pas. Laurent Godino, c'est Laurent, monsieur. ouais, ok. Demande, je vois que tu connais tout le monde, c'est bien, il y a quand même 130 participants là maintenant. S'il y a une production inférieure à 3 MWh ou une puissance inférieure à... Ouais, pardon, c'est une puissance, une puissance cumulée de l'ensemble des installations de production. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un site ou plusieurs sites de production. Et Xavier là vient de demander aussi si le rayon n'est pas de 2 km au lieu d'1 km. Non, donc c'est le rayon d'1 km ou le diamètre de 2, comme on veut. Mais en fait, plus que de rayon ou de diamètre, c'est plus... disons, c'est plus conforme à la loi de parler de distance qui sépare deux participants. Mais je vais y revenir après. Mais c'est bien soit 1 km de rayon, soit 2 km qui séparent les deux participants. Merci Noémie, je te laisse poursuivre. Donc, ensuite, je viens zoomer sur ce que c'est qu'une opération d'autoconsommation patrimoniale, puisque c'est le cas que va vous exposer Cournon d'Auvergne. Donc, en fait, on a plusieurs possibilités pour les collectivités. Soit on a des producteurs, donc soit on a une opération patrimoniale, c'est-à-dire la commune, ou en tous les cas un propriétaire foncier, produit sur un ou plusieurs de ces bâtiments et consomme sur plusieurs de ces bâtiments, mais c'est le même propriétaire, donc il n'y a en fait qu'un seul acteur qui est à la fois producteur, consommateur, mais c'est bien une autoconsommation collective même s'il n'y a qu'un seul acteur, puisque il est titulaire de plusieurs points de livraison. Donc l'autoconsommation individuelle, ça s'entend vraiment du point de vue du point de livraison, en fait, où celui qui autoconsomme l'énergie, c'est celui qui produit sur son point de livraison et qui consomme sur son point de livraison. Dès lors qu'on a plusieurs points de livraison qui interviennent, alors on est en autoconso collective, qu'il y ait un seul acteur comme dans l'autoconso patrimonial ou pas. Et après, du coup, il y a d'autres schémas pour faire intervenir les collectivités. Les collectivités peuvent être consommatrices de courants produits localement dans le cadre d'une opération d'autoconsommation collective, mais avec un tiers qui produit, qui peut être par exemple une société citoyenne, mais ce n'est pas une obligation.
Soit la collectivité peut être éventuellement productrice et vendre de l'énergie à des tiers dans le cadre d'une opération d'autoconsommation collective où elle serait partie prenante. Des questions Noémie. complémentaires, Julien? Oui, en fait, je t'avais posé deux petites questions et tu as répondu à la deuxième. Et la première est passée à la trappe, je m'en suis pas rendu compte. Et du coup, je me fais un peu sonner les cloches par celui qui l'a posée. Donc, je te la repose. Est-ce que c'est possible au sol ou est-ce qu'on se contente d'aller sur les bâtiments ou les ombrières? Alors oui, donc c'est possible de faire participer une installation au sol, mais en fait, ce qui ne sera pas possible, c'est de bénéficier du cadre du S21 pour les centrales au sol. C'est-à-dire que pour ces centrales-là, on ne pourra pas bénéficier des tarifs de vente du surplus ou de vente totale pour le surplus d'une opération d'ACC. Très bien, merci. S21, donc je vois la question, c'est l'arrêté tarifaire d'octobre 2021. Donc, il faut bien comprendre que le cadre réglementaire de l'autoconsommation collective, il évolue, et il évolue régulièrement. Dernièrement, on peut dire qu'il va aussi en se simplifiant. Donc, tout ça dérive, provient de la loi sur l'autoconsommation de 2017. Et puis des décrets qui ont suivi et qui fixent le cadre de l'autoconsommation individuelle et de l'autoconsommation collective. Donc, je vous ai rappelé là les différents textes de loi et voilà. Et donc, vous voyez que plus ça va, et notamment, voilà, il y a des extensions possibles, des dérogations qui ont été ajoutées. Donc, on va dire qu'avec le temps, les dernières avancées permettent de simplifier les choses et de rendre le rôle des acteurs locaux dans ces opérations d'autoconsommation collective plus souple et plus fluide, avec moins de charges qui pèsent sur les PMO, sur les producteurs et même sur les consommateurs. Donc, le schéma de fonctionnement, on a donc un ou plusieurs sites de production qui sont connectés au réseau de distribution, qui ont un compteur communicant. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Vous allez comprendre pourquoi ensuite. Et on a plusieurs consommateurs donc, qui sont reliés sur ce réseau de distribution et qui ont eux aussi un compteur communicant. Il faut que l'ensemble de ces parties prenantes à une opération d'autoconsommation collective soient réunies au sein d'une personne morale organisatrice, qu'on appelle aussi dans le jargon PMO. Et cette PMO, elle doit comprendre tout le monde. Donc, j'y reviendrai un peu après. Il n'y a pas forcément de statut particulier pour cette PMO, mais elle doit réunir tous les participants, qu'ils soient producteurs ou consommateurs. Donc, il y a un cas particulier, je vais m'arrêter sur celui-là, c'est le bailleur social, où lui, on considère que ses locataires sont partie prenante directement, et donc il peut être directement PMO sans créer de structure qui comprenne les habitants de l'immeuble qu'il équipe, par exemple. Voilà. Et donc, ensuite, il y a les flux qui vont être enregistrés par les compteurs intelligents, et la personne morale organisatrice, la PMO, définit la clé de répartition et dit comment se dispatche à chaque instant la production parmi les consommateurs. Et Noémie, oui. excuse-moi, est-ce que tu veux qu'on continue comme ça? Il y a des questions qui fusent et qui me paraissent importantes pour la compréhension. Est-ce que tu veux que je t'interrompe comme ça ou est-ce que tu préfères Alors, sur la PMO, je vais y revenir. Ok. Ce que je te propose, c'est que j'avance un petit peu et puis on y revient après s'il y a des questions. Ok, ça marche.
Donc, simplement pour dire que ensuite, ce sont les producteurs qui font un contrat de vente d'électricité avec les consommateurs. Ce n'est pas le boulot de la PMO. Et que par contre, chaque consommateur doit avoir aussi un autre fournisseur d'électricité. Donc, en fait, eux, ils ont 2 contrats. Ils en ont un avec les producteurs de l'opération d'autoconsommation collective et puis un avec leur fournisseur d'électricité habituel pour acheter le complément, bien sûr. Donc, comment ça se passe? En fait, il y a plusieurs solutions, c'est ce que je disais en introduction, là, de valorisation de l'énergie, soit la vente totale, soit la vente du surplus. Et en fait, on va ajouter la couche ACC, autoconsommation collective, à des installations qui sont déjà soit en vente totale, soit en vente du surplus, c'est-à-dire en autoconsommation individuelle avec vente du surplus. Donc par exemple, on peut avoir une installation comme ça sur, disons, une école, puisqu'on prend le cas d'une collectivité. Elle va autoconsommer l'énergie qu'elle produit, par exemple, les jours de semaine scolaire où le bâtiment est occupé. Et s'il y a plus d'énergie disponible, ou par exemple les jours où elle n'est pas occupée, le reste, le surplus, va aller dans l'opération d'autoconsommation collective. OK ? Et le cas numéro 2, c'est où on a un contrat de vente de la totalité. Et donc à ce moment-là, dans le premier cas, le tarif de vente du surplus, donc s'il y a encore un surplus du surplus, on appelle ça, c'est-à-dire si les consommateurs de l'opération d'autoconsommation collective n'ont pas tout consommé, on redonne le surplus du surplus au réseau et le tarif auquel on peut le vendre, c'est le tarif du surplus de l'autoconsommation individuelle. Donc en fait, on a trois niveaux de valorisation d'énergie. Tout ce qui va être autoconsommé par le bâtiment, donc là c'est autoconsommation individuel, c'est à l'échelle d'un point de livraison. Ensuite, ce qui va être valorisé dans le cadre de l'autoconsommation collective, avec les consommateurs qui sont dans le rayon de l'autoconsommation collective. Et ensuite, ce qui va être vendu sur le réseau au tarif du surplus. Et de la même manière, on a la même chose pour des installations qui seraient en vente de la totalité. Et donc là, on peut vendre au tarif le surplus d'une opération d'autoconsommation collective au tarif de vente totale. Donc ça, c'est pareil, c'est nouveau, c'est relativement nouveau, ça date du S21, qu'on puisse valoriser les surplus d'une opération d'autoconsommation collective directement, et se faire acheter par EDF AOA ces surplus d'une opération d'autoconsommation collective. Et donc, il n'y a plus besoin pour ces gammes de puissance-là, donc jusqu'à 500 kW crête, de trouver des responsables d'équilibre, puisque Enedis est obligé de prendre cette électricité et EDF OA est obligé d'acheter cette électricité au tarif d'achat qui sont décidés à un moment donné. Donc là, vous avez les tarifs valides jusqu'à fin avril. Des questions sur les tarifs ou... Il n'y a pas vraiment de questions sur les tarifs, Noémie, mais plus sur, notamment, est-ce que tu veux que je te les relaie, les questions qui… Alors, je vois des PMO, ça, je vais y revenir. Donc, OK. Et donc, il y a une question peut-être un peu pointue en plusieurs parties de Nicolas Thierry. Voilà. Et rapidement aussi une question, est-ce qu'un particulier peut être PMO ? Non. Non, voilà, parce que de toute façon, c'est personne morale, donc même s'il est auto-entrepreneur, par exemple. En fait, même parce qu'une PMO, ça doit réunir les participants d'une opération d'autoconsommation collective. Donc, a priori, il y a plusieurs personnes dans une PMO. Donc, okay. Sauf le cas particulier qu'on va voir, qui est le cas particulier d'une opération patrimoniale.
Mais en tous les cas, du coup, non. Sur ce que tu viens de dire aussi, pourquoi au-delà de 100 kW crête, ça se revend plus cher que 36? C'est les tarifs d'achat qui sont comme ça, et surtout le tarif au-delà de 100 kW crête est le même, vous avez vu, en vente du surplus qu'en vente totale. Donc on va en reparler, mais effectivement, du coup, c'est très intéressant d'autoconsommer et ensuite de vendre le surplus du surplus, puisque le tarif d'achat est le même que la vente totale. Est-ce que les 500 kW crête, la limite des 500 kW crête, concerne bien l'ensemble du périmètre de l'ACC? Je comprends pas la question. En fait, non, là, c'est centrale par centrale, en fait. Donc, pour chaque centrale de moins de 500 kW crête, on va avoir un tarif d'achat qu'on va déterminer en décidant si c'est un site d'autoconsommation individuelle ou si c'est un site de vente totale. Et ensuite, il va pouvoir, donc on peut avoir éventuellement dans une opération d'autoconsommation collective, certains sites en autoconsommation individuelle, puis en ACC, certains sites en vente totale, puis en ACC. Okay. Et donc, je vois plusieurs sites inférieurs à 500 kg dans la limite des 3 mégas maximum par opération d'ACC. Ok, merci. Je vois qu'il y a encore des questions sur les PMO, mais tu m'as dit que tu allais y revenir. Ouais, je vais y revenir. Du coup, je ne les relaye pas pour l'instant. Merci, Noémie. Donc, simplement pour dire que là, ce qu'on vend et ce qu'on vend aussi dans une opération d'autoconsommation, ce sont des kilowattheures. Et en fait, dans le cadre d'une opération d'autoconsommation collective, on va être soumis au TURP, enfin, c'est-à-dire au droit d'acheminement et l'accès au réseau, et puis aux taxes sur l'énergie. Et du coup, il va falloir trouver un équilibre entre les producteurs et les acheteurs sur la partie kilowattheure. Donc vraiment fourniture d'énergie. Donc c'est vraiment sur cette partie-là qu'il faut être inférieur au prix classique qu'on a sur notre facture pour être compétitif et trouver un équilibre financier. Donc ensuite, entre le producteur et les consommateurs, le tarif peut être librement fixé et on peut s'entendre sur une durée de contrat aussi qu'on décide et des modalités contractuelles qu'on décide. Sauf pour les collectivités locales ou pour les collectivités en général et les structures soumises au Code des marchés publics qui, elles, ne peuvent pas s'engager sur le long terme à acheter auprès d'un producteur. Mais là aussi, je vais y revenir. Donc, comment ça se passe? En fait, avant, on avait une facture initiale. Donc ça, c'est l'état zéro. Hein. Vous avez un fournisseur d'électricité qui vous facture des kilowattheures avec une part fixe et une part variable des droits d'acheminement, une part fixe et une part variable des taxes. Et en fait, on vient remplacer cette facture initiale, substituer cette facture initiale par une nouvelle facture locale dans le cadre de l'autoconsommation collective. Et on garde aussi une facture d'appoint avec le fournisseur habituel voilà. D'appoint avec aussi les droits d'acheminement et les taxes. Donc, on doit toujours ça, les droits d'acheminement et les taxes restent les mêmes que précédemment. Il y a un TURP spécial ACC, mais qui n'est pas toujours possible. Il faut que à ce moment-là, tout le monde soit sur le même poste source. Donc, c'est pas tout le monde ne peut pas prétendre à ce TURP spécifique. Donc, la personne morale organisatrice, j'ai dit que j'y revenais. Donc, ça regroupe toutes les parties prenantes au sein d'une même entité. La forme juridique peut être
peut être très souple, ça peut être une association, une société, une copro, une coopérative, un bailleur social, ou même du coup une collectivité dans le cadre d'une opération patrimoniale, puisqu'on a un seul producteur qui est aussi consommateur sur plusieurs de ces sites. À ce moment-là, la collectivité peut être directement la PMO. Donc, ça va être le cas de Cournon d'Auvergne. Ils vont nous expliquer ça. Donc, attention, il faut toujours, néanmoins, qu'il y ait un fournisseur d'électricité pour fournir les besoins et choisi dans le cadre de la commande publique si on parle toujours d'une collectivité. Donc, le rôle et la définition de la PMO. Donc, en fait, la PMO, elle va communiquer aux gestionnaires de réseaux de distribution les clés de répartition de la production locale à appliquer entre les sites de consommation. C'est-à-dire, j'ai tel site qui produit tant à un moment donné, tel site qui produit tant, comment je répartis entre les différents consommateurs. Donc, le gestionnaire de réseau de distribution, donc le plus souvent Enedis, mais parfois dans les ELD, ça peut être différent, relève les compteurs et au pas de temps en 30 minutes, et en injection et en sous-tirage. Et du coup, il va appliquer la clé de répartition que va lui donner la PMO à ces relevés et calculer le complément d'électricité apporté par chaque fournisseur d'électricité à ses clients. Et après, il publie aussi, le gestionnaire de distribution, de réseau de distribution, publie les données et courbes de charge qui les concernent. Normalement, c'est pas la PMO la PMO n'est pas le producteur. Donc, c'est pas elle qui facture. Donc, ça, c'est une confusion qui est souvent faite. Donc, je l'ai remis là en rouge. La PMO, en fait, elle organise les échanges et elle dit, voilà, elle donne les clés de répartition, statique ou dynamique. Ça aussi, Cournon d'Auvergne va faire un petit focus là-dessus. Donc, elle dit comment se répartissent les productions d'électricité entre les consommateurs. Mais, et du coup, elle régit les échanges entre les producteurs et les consommateurs. Mais elle n'est pas elle-même productrice. Et donc, ce n'est pas elle qui va facturer. Et c'est bien les producteurs qui facturent sur la base des éléments donnés par le gestionnaire de réseau de distribution. Est-ce que là, il y a des questions du coup ? Alors Noémie, moi je voulais pas te relayer une question, mais faire un point temps. On a passé maintenant le tiers de ce webinaire, il est 12h30 passé. Voilà, ouais. Juste pour que tu aies ce repère-là. Je ferai passer d'autres questions un peu plus tard. Ok. Donc, dans une opération d'autoconso patrimoniale, en régie, la collectivité peut être directement PMO. Elle n'a pas besoin de créer de structure dans ce cas. Mais du coup, si elle décide d'être PMO en direct, elle renonce à avoir des échanges avec des tiers. C'est-à-dire qu'elle ne pourra pas intégrer d'autres parties prenantes dans son opération d'autoconsommation collective. S'il y a des tiers, consommateurs, producteurs ou tiers investisseurs qui interviennent, alors il faut créer une PMO dans laquelle la collectivité soit partie prenante. Donc, je vous propose de faire quelques zooms sur les montages possibles en régie ou avec un tiers investisseur. Donc, si la collectivité est seule partie prenante, donc c'est ce qu'on vient de voir, c'est l'autoconsommation patrimoniale. La collectivité investit sur son propre foncier, elle l'autoconsomme sur le bâtiment où elle produit et déduit le surplus de la part de fourniture des factures des autres bâtiments publics qui participent. Éventuellement, s'il y a un surplus du surplus, elle peut le vendre au réseau au tarif ACI. Elle touche une prime à l'investissement liée à l'autoconsommation individuelle sur le bâtiment qui est autoproducteur. Et elle va bénéficier aussi sur ce bâtiment-là de l'exonération de taxes et sur la part autoconsommée. Par contre, pas sur ce qui relève de l'autoconsommation collective. Donc, ce qui va être consommé par les autres bâtiments de la collectivité, non autoproducteurs, mais qui participent à l'autoconsommation collective, là, elle sera soumise aux taxes et aux TURP. Donc, schéma numéro 2,
elle autoproduit encore une fois. Ah, j'ai fait une petite coquille là. Sur le schéma, je changerai, mais ce que j'ai écrit est OK. Donc là, dans ce cas-là, la collectivité investit sur son foncier, elle autoconsomme, elle déduit toujours le surplus de la part de fourniture, mais elle veut vendre le surplus aux autres bâtiments privés, à d'autres bâtiments, publics ou privés. Donc à ce moment-là, il faut qu'elle crée une PMO qui intègre les consommateurs de cette opération d'ACC. Donc, si la collectivité... je crois que j'ai inversé les schémas en fait. Si la collectivité veut autoconsommer et vendre le surplus à d'autres consommateurs et passer par une société locale qui apporte un tiers investissement sur l'installation photovoltaïque réalisée sur son bâtiment autoconsommateur. Donc là, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas installer elle-même l'installation de production. Elle demande à une société locale de le faire. Donc à ce moment-là, il faut qu'elle passe un marché public de location pour installer cette centrale. Donc là, c'est important pour tous ceux qui ont l'habitude de travailler avec des collectifs citoyens. On n'est pas dans un cadre classique de la vente totale, où à ce moment-là, la collectivité réalise un appel à manifestation d'intérêt pour choisir son partenaire. Mais comme elle va, elle cherche à satisfaire un service pour elle-même de production d'énergie, eh ben, c'est un marché public de location qu'il faut passer. Donc, la société locale réalise et exploite l'installation. Elle se rémunère auprès de la collectivité via un loyer. Et c'est la collectivité en fait qui va exploiter du point de vue du réseau. C'est elle qui exploite et c'est elle qui est autoconsommatrice. La collectivité ensuite peut faire participer cette installation d'autoconsommation individuelle à une opération d'autoconsommation collective si elle a créé la PMO qui permet de gérer ces échanges-là. La société locale d'investissement n'a pas d'obligation à faire partie de cette PMO puisqu'elle n'est pas productrice. C'est la collectivité qui est considérée comme productrice. Maintenant, si c'est la société locale qui porte l'opération d'autoconsommation collective, donc c'est-à-dire que c'est elle qui investit dans les installations de production et elle réalise et elle exploite. Donc, il y a plusieurs solutions. Soit la collectivité lance un marché de concession de travaux, soit elle propose une autorisation d'occupation temporaire pour l'occupation du toit et elle souscrit un marché de fourniture d'électricité, donc à renouveler périodiquement selon le code des marchés publics pour satisfaire ses besoins en électricité. Donc là, la société locale, elle vend sa production, en fait, elle produit localement sur des toits donc publics et éventuellement aussi privés et elle peut servir de PMO qui regrouperait la collectivité et les différents consommateurs de cette opération d'autoconsommation collective. Donc là, dans ce cas-là, la collectivité locale ne peut pas autoconsommer en autoconso individuel puisque l'exploitant, c'est la société locale. Et donc, comme une opération d'autoconsommation individuelle, le titulaire de l'installation d'autoconsommation individuelle, ça doit être le titulaire du point de livraison. Ce n'est pas possible que ce soit une collectivité locale, une société locale sur le bâtiment appartenant à une collectivité locale. Ça doit être le même titulaire. Donc, je vous ai mis quelques ressources documentaires, notamment le guide AlpGrids, la conférence AlpGrids. Donc, j'ai tiré pas mal de ces schémas. Et ce que je voulais dire, mais je crois que Cournon d'Auvergne va
le dire aussi encore de façon plus flagrante que moi, c'est que la première chose à faire si vous avez l'intention de monter une opération d'autoconsommation collective, c'est de vraiment bien connaître vos consommations et du coup d'activer dès que possible, et si possible au moins 1 an avant l'installation d'installation de production, vos suivis de courbe de charge. Donc vraiment activer dans votre espace Enedis le suivi au pas de temps de 30 minutes de vos courbes de charge. J'en ai fini, je passe la parole à... Est-ce qu'on évacue quand même? Ouais. Ouais, Noémie, est-ce que sur ton intervention, est-ce que tu veux qu'on évacue quelques questions peut-être? Dis-moi. Alors, donc il y avait une question de Lise Clémence. Il y a une clause dans les arrêtés qui mentionne le fait que l'opération d'ACC ne doit pas constituer l'activité économique principale pour le producteur. Du coup, quel modèle est donc le plus adapté? Oui, alors ça, on avait bon espoir déjà que ça change. Et c'est pas complètement enterré. Et en fait, donc c'est vrai pour le producteur. Par contre, la personne morale organisatrice, ça n'en dit rien. Et du coup, souvent les producteurs, enfin, comme c'est des petites puissances en fait qui sont considérées, puisque au maximum ça peut réunir jusqu'à 3 mégawatts de puissance, c'est souvent pas la seule installation de production d'un producteur. Ok, j'invite Bertrand et Marion à activer leur webcam s'ils m'entendent, parce qu'on va après leur passer la parole. Encore merci beaucoup. Du coup, une question de Yann Lecoq. Le TURP est-il calculé en fonction de l'abonnement ou de la puissance consommée par l'autoconsommation? Les deux. Les deux, il y a une part fixe et une part variable. Et donc, il y a une part effectivement qui dépend de la puissance et une part selon les kilowattheures consommés. Alors, à tous ceux qui se posent la question du compte-rendu du webinaire, je tiens à dire qu'il sera sur la e-communauté dans les plus brefs délais et que normalement, vous recevrez le lien pour retrouver le replay, les présentations et les éventuelles réponses aux questions qu'on n'aura pas eu le temps de traiter. Quelle est l'incidence de la réduction du TURP pour les kilowattheures autoconsommés? Question de Manuel. Alors là, c'est pour donc la réduction du TURP, elle est pour l'autoconsommation individuelle. Okay. Sur les kilowattheures autoconsommés dans le cadre d'une autoconsommation individuelle. Mais comme je vous ai dit, une installation en autoconsommation individuelle peut être branchée, entre guillemets, sur une autoconsommation collective. Donc, c'est que sur cette partie-là qu'il va y avoir une réduction du TURP. Je vois aussi une question là. Bonjour, la PMO, si la PMO ne peut pas être producteur et ne peut s'occuper de la facturation, qui doit s'en occuper? Les producteurs. C'est aux producteurs de facturer. Après, il peut tout à fait y avoir... ils peuvent mandater la PMO pour le faire s'ils veulent. Mais la facture, elle doit émaner des producteurs. Ok, une question d'Yves Dieu le Saint. La collectivité doit-elle créer un SPIC et donc un budget annexe? Cournon va répondre. Ok. Teasing. Et Mario en particulier, je crois. Ok. Bonjour, est-ce que la société locale peut être une société coopérative citoyenne? Évidemment. Évidemment, et même on adore ça, pour ne rien cacher. Comment cela se passe-t-il si la collectivité est propriétaire des bâtiments, investit en propre les installations PV et loue à un de ses locaux un de ses locaux à un tiers privé qui exploite une activité économique et paye directement ses factures d'énergie? J'imagine, dit-il, qu'il n'y a pas de différenciation du point de vue de la propriété du bâtiment, mais plutôt de celui qui consomme. Oui, donc comme ce qui est considéré, c'est le point de livraison
et que le point de livraison, il est au nom du locataire du bâtiment, et ben voilà. Donc du coup, c'est lui qui va, c'est l'habitant de votre bâtiment, donc là celui qui exerce une activité économique qui va être consommateur. Ok, on va en rester là pour l'instant pour donc les questions sur ta partie. Je revérifierai voir si elles ont été toutes balayées. Merci déjà beaucoup Noémie pour tout ce travail extra. Franchement, merci beaucoup. Je sais que ton temps est hyper compté, donc merci. Et je remercie déjà d'ailleurs Cournon de Verne, Bertrand et Marion pour la présentation qu'ils vont nous faire maintenant sur leur expérience, leur retour d'expérience sur le montage d'une opération d'ACC patrimonial. À vous la parole. Bonjour, donc effectivement, donc on est de Cournon d'Auvergne, donc c'est une ville de 20 000 habitants. On va vous présenter notre projet d'autoconsommation patrimoniale. Donc je suis Bertrand Cormeret, je suis le référent technique sur les questions énergétiques. Désolé, on entend très mal Marion, il faudrait s'approcher du micro. On va essayer de parler. Ouais, oh, alors là, non. Il faudrait vous mettre vraiment derrière. Ou alors Marion peut m'appeler sur mon portable. Donc c'était pour vous présenter les différentes étapes de notre projet. On a essayé d'être le plus clair et le plus accessible possible. Donc voilà, excusez-nous pour ce début. Donc pour débuter un projet, il nous semble effectivement indispensable de bien comprendre ses consommations. Souvent, on connaît nos consommations du mois, mais on ne sait pas quand on consomme. Et voilà, donc le premier slide, c'est pour vous présenter différents bâtiments, différentes consommations de bâtiments. Donc le premier bâtiment, donc c'est une mairie. Le premier graphique en haut à gauche présente les consommations sur un mois, donc les consommations journalières sur un mois. Et on voit que les consommations sont parfaitement régulières. Il y a une baisse samedi-dimanche. Et voilà, donc les consommations sont régulières la semaine, enfin tous les mois, c'est toujours pareil. À droite, on a donc le même bâtiment, mais sur une journée, avec des consommations par heure. Et là, on voit que logiquement, pour un bâtiment administratif, les consommations augmentent le matin et diminuent en fin d'après-midi. Donc, c'est une consommation type d'un bâtiment administratif. Donc, voilà. Le deuxième exemple en dessous, c'est un gymnase. Donc, sur la même configuration, à gauche, on voit donc sur un petit mois que les consommations sont complètement aléatoires, elles ne sont pas régulières. Donc là, ça dépend beaucoup de l'activité du gymnase, s'il est occupé ou pas. On imagine bien quand même le samedi-dimanche qu'il y a une baisse des consommations. Et ensuite, à droite, sur une journée également, on voit que les consommations sur cet exemple-là, donc qui est un jeudi, donc le bâtiment consomme le matin, l'après-midi très peu, parce que peut-être qu'il n'y a pas d'activité ou peut-être que le bâtiment est assez ensoleillé et n'a pas besoin d'éclairage, par exemple. Et les consommations repartent le soir, certainement pour les associations. Donc, je continue dans les exemples. Donc là, c'est l'exemple d'une école. Donc là, on voit que les consommations sont aussi tout à fait régulières. On imagine la baisse de consommation donc le mercredi, puis ensuite le samedi, dimanche. Et ça, donc c'est typique d'une école. Avec également aussi, on imagine bien pendant les vacances scolaires qu'il y a également une baisse de consommation. Ensuite, donc sur la même configuration que le slide précédent, sur une journée, les écoles, pareil, logiquement, consomment à partir du matin. Il y a une petite baisse de production entre midi et 2, ça repart l'après-midi, et en fin d'après-midi, une baisse de consommation. Donc là aussi, les écoles, c'est des consommations tout à fait régulières. Et ensuite, donc le dernier exemple de compréhension des consommations, on vous a mis une salle des fêtes. Donc là aussi, c'est plutôt des consommations irrégulières, puisque ça dépend complètement de l'activité.
l'occupation de la salle des fêtes. Donc souvent, c'est en fin de semaine, hein, les week-ends. Et les consommations sur une journée, c'est souvent le soir. Donc il y a un peu moins d'intérêt, par exemple, pour l'autoconsommation. Ensuite, donc, ce qui nous semble important, donc avant aussi de prévoir de l'autoconsommation, eh bien, c'est d'analyser ces consommations et de faire des économies sur ces consommations. Donc là, on vous a mis un exemple d'une salle associative où on voit donc en haut sur la partie gauche du diagramme qu'il y a des consommations importantes tous les jours, alors qu'on sait que l'association n'est pas présente tous les jours. Donc voilà, on imagine facilement que le chauffage reste allumé. Donc on agit en mettant un dispositif de gestion du chauffage, donc un planning hein, concrètement. Et on peut s'apercevoir sur le diagramme en bas à droite, en comparant deux hivers, donc un hiver où il n'y avait pas de planning et un autre hiver où il y avait le planning, on arrive à diviser les consommations par deux. Donc tout ça pour vous dire qu'avant d'envisager l'autoconsommation, eh bien, il faut déjà, quand c'est possible, réduire les consommations et ensuite envisager l'autoconsommation sur des vraies consommations essentielles. Après, on va réessayer Marion, si ça marche. Donc, nous, notre production a été installée sur un complexe sportif avec chauffage mixte, gaz et électrique. Donc, on a superposer notre production potentielle avec nos courbes de consommation. Ce qui est important, c'est d'estimer en fait, d'avoir un visuel sur un peu tous les jours de la semaine et à plusieurs moments dans l'année. Parce qu'on va constater par exemple qu'en hiver, notre production pourrait être complètement absorbée par la consommation du bâtiment, alors qu'en été, quand le chauffage est éteint, on a un surplus de production qui apparaît. Nous, ce qu'on a souhaité sur Cournon, c'est d'autoconsommer un maximum. Donc, on a essayé d'adapter en fait notre production solaire à la consommation d'abord des bâtiments. Donc, ce qu'on souhaite, c'est que sur un moment de la journée ou de l'année ou de la semaine, le bâtiment consomme la totalité de l'électricité produite et que à certains moments, on puisse se lancer dans un partage du surplus. Donc, voilà, on adapte la quantité de panneaux solaires installés à la consommation réelle du bâtiment. Quand on autoconsomme un maximum, déjà, ça coûte moins cher. On n'a pas le turc à payer, par exemple. Mais aussi, on intègre des économies qui vont nous servir à atteindre les objectifs du décret tertiaire, par exemple. Donc, éviter, autoconsommer un maximum, c'est toujours plus intéressant que de partager l'électricité. Donc, voilà. Ensuite, quand on envisage donc, le partage d'électricité, donc on a remis une définition de l'autoconsommation collective, mais on ne va pas y revenir parce que Noémie en a parlé. Donc nous, on est bien dans une opération patrimoniale. Donc ce qu'on voit là sur le slide, c'est le plan de la ville de Cournon, hein, tout simplement. On a mis le fameux rond de 2 km de diamètre et on s'aperçoit que la grande majorité des bâtiments communaux sont dans ce rond. Donc, notre commune est bien adaptée pour l'autoconsommation collective. Donc, toutes nos installations photovoltaïques sont installées sur les toitures, voilà, uniquement sur les toitures des bâtiments communaux existants. Nous avons actuellement 200 kW crête qui sont en production. Donc, le bâtiment que Marion parlait et aussi 110 kW crête sur différents bâtiments autour du plan d'eau, là qu'on voit un petit peu à droite, là, qui est en bleu. Et en 2023, on ajoute, donc cette année, on ajoute 150 kW crête sur 4 bâtiments qui se situent également dans ce fameux rond. Donc l'idée, c'est de trouver des équipements complémentaires. Par exemple, sur notre fameux gymnase qui va avoir un surplus à partir du printemps, il faut donc chercher des équipements qui vont pouvoir consommer
le surplus. Donc là, par exemple, on vous a mis le matin, on a la cuisine scolaire qui consomme énormément d'électricité, qui va pouvoir absorber le surplus. Et puis, à partir de 14 heures, on a un cinéma qui peut prendre le relais sur l'après-midi. Ça marche quand la cuisine fonctionne, mais donc sur le samedi, le dimanche ou pendant les vacances scolaires, il va falloir envisager d'autres équipements qui rentrent dans le circuit. Donc par exemple, on a un camping qui fonctionne toute l'année et donc qui consomme aussi énormément chaque jour et de manière régulière, donc c'est facile. Et ça peut aussi être par exemple une fontaine, donc qui ne soit pas un bâtiment, mais qui va être en route de 8h à 18h tous les jours de manière régulière. Donc ce qu'il faut voir un petit peu, c'est analyser la quantité, le volume d'électricité qu'il va falloir répartir. Par exemple, sur la courbe qu'on vous a mis en exemple, à midi, on a quasiment 40 kWh à distribuer. Donc, la cuisine scolaire, elle arrive à absorber tout, alors que par exemple le cinéma, lui, va avoir besoin que d'une quinzaine de kilowattheures. Donc, si je sais que si j'envoie sur le cinéma, ça suffira pas, il faudra que j'en cherche un autre. Ce qui est intéressant dans la démarche, bien sûr, c'est qu'on n'est pas limité dans le nombre de consommateurs. On peut aller en chercher une grande quantité. Donc, je vais vous parler de choses qui ne sont pas trop intéressantes pour tout le monde, mais ça parle donc de budget. Si vous arrivez à consommer toute votre production, donc ne pas vendre de surplus, vous n'aurez pas de recette. S'il n'y a pas de recette, il n'y a pas de budget annexe nécessaire. Donc, pour une production complètement autoconsommée, vous pouvez investir avec votre budget principal et le remboursement et les amortissements des équipements seront possibles avec une baisse des dépenses d'électricité. Par contre, donc si vous vendez un surplus d'électricité, un budget annexe sera obligatoire. Donc, sur la commune de Cournon, depuis 2014, nous avons une installation qui a été mise en place et pour de la vente totale. Donc, ce qui fait que depuis 2014, nous avons un budget annexe. Et donc, je peux vous en dire un petit peu plus sur la démarche. Ce qui fait qu'on a un budget annexe qui gère les nouvelles installations. Donc, la production et la vente d'électricité constitue un service public d'intérêt industriel et commercial. Le fonctionnement d'un SPIC, donc il faut un conseil d'exploitation qui va être désigné parmi les membres du conseil municipal et des statuts doivent être adoptés. Et le conseil d'exploitation, lui, il se réunit pour aviser toutes les délibérations qui seront présentées en conseil municipal. Donc, au moins une fois dans l'année, sinon deux. Le côté financier, donc, le budget du SPIC doit être équilibré. Il est avec l'instruction comptable M4. Il a sa propre trésorerie, donc il est autonome financièrement. Nous, sur Cournon, donc, on vous a montré que nos équipements consommateurs pouvaient être des gymnases, des écoles, mais aussi donc un camping et un cinéma, qui sont d'autres budgets de la collectivité. Ce qui fait que, afin d'équilibrer le budget de production d'électricité, on a mis en place un système de refacturation entre les budgets. Le coût a été défini à 8 centimes pour le moment, 8 centimes du kilowattheure. Et on espère qu'à terme, ce coût pourra être revu à la baisse. Pour ces 8 centimes, donc, je vous explique rapidement et de manière synthétique comment on l'a obtenu. En fait, en 2022, on payait environ entre 8 centimes et 12 centimes de kilowattheure de l'électricité. Donc, on voulait se rapprocher un maximum de ce prix-là. Avec une installation de 200 kW crête, donc, qui nous a coûté environ 200 000 €, on sait qu'on pouvait produire 200 kWh par an. Ce qui fait que, avec des opérations mathématiques, on arrive à avoir
Donc, un besoin de recettes de 16 000 € par an et qui sera rentabilisé donc en 12 ans et demi. Ce qui fait que notre prêt et nos amortissements ont été prévus sur 12 ans et les 12 ans nous ont semblé être une durée assez cohérente avec la durée de vie des équipements et l'emprunt financier correspondant. Donc ensuite, on avance donc dans la démarche. Donc il y a des partenaires qui sont essentiels. Donc le premier, c'est Enedis, parce que Enedis gère, comme l'a dit Noémie, donc les réseaux et les compteurs communicants. Donc avec Enedis, il y a de nombreux documents à remplir. J'ai énuméré là sur ce slide. Donc ces documents, il y a une partie administrative et une partie technique à remplir. Et là, il est important d'avoir un installateur photovoltaïque qui soit présent et disponible pour nous aider à remplir tous ces documents. Donc nous, on s'est bien fait aider et c'était important. Ensuite, on a donc contracté avec Enogrid, qui est un partenaire spécialisé et qui va notamment nous aider pour la répartition du surplus entre les différents PDL consommateurs. Donc c'est lui aussi qui nous a trouvé notre responsable d'équilibre. Le responsable d'équilibre, c'est celui qui va régler le surplus éventuel, sachant qu'à Cournon, on souhaite ne pas avoir le surplus du surplus. Ensuite, donc, voilà, lorsque vous allez avancer dans le projet, Enedis va vous vous poser la question sur comment vous voulez choisir le partage du surplus de production. Donc, il y a 3 façons de répartir ce surplus. Donc, c'est des coefficients qui sont donnés par Enedis. Donc, le premier, c'est le coefficient de répartition dynamique. Donc, c'est le plus souple, mais par contre, c'est celui qui demande le plus de travail, car chaque mois, il faut réaliser la répartition. Et donc, c'est un travail assez conséquent. Le deuxième, c'est le coefficient de répartition statique. Celui-là, c'est le plus contraignant. Et je pense qu'il est utile que quand vraiment on a des consommateurs qui ont une consommation parfaitement stable. Et voilà, nous, on n'a pas vraiment d'exemple sur la commune. Je pense que c'est un coefficient qui doit être beaucoup utilisé. Le dernier, donc le coefficient de répartition dynamique calculé par défaut. Donc là, c'est le plus confortable. Donc c'est Enedis qui répartit le surplus au PDL consommateur de manière proportionnelle. Ça veut dire que le PDL consommateur qui consomme le plus reçoit le plus de surplus. Et donc à l'inverse, le PDL qui consomme le moins reçoit le moins de surplus, voire en reçoit pas du tout si le PDL le plus consommateur a tout avalé entre guillemets. Donc à Cournon, on a choisi la formule 1, donc le coefficient de répartition dynamique, parce que justement, on souhaitait privilégier des bâtiments consommateurs qui n'étaient pas les plus gros consommateurs. Et donc, c'est pourquoi on a contracté aussi avec Enogrid pour gérer ce coefficient de répartition dynamique. Donc, bon, c'est pas très, très facile à comprendre, mais en fait, voilà, quand on s'y penche un peu, on peut avancer. Ensuite, donc ça, c'est la dernière slide. C'est pour vous montrer que notre projet a pris du temps, donc 18 mois, pour aussi vous sensibiliser que les études, notamment des PDL, des consommations de vos bâtiments est important et prend un petit peu de temps. Dans les études, il y a aussi les toitures. Il faut lister les diverses toitures, des toitures en pente ou bien des toitures terrasses. Concernant les toitures en pente, l'orientation est-ouest est idéale pour l'autoconsommation. Ça, c'était une découverte pour nous. Ensuite, il faut veiller aux surcharges, parce qu'effectivement, quand on rajoute du photovoltaïque, ça fait une surcharge sur les toitures et il faut que les charpentes puissent supporter cette surcharge.
Ensuite, un élément qu'on n'a pas parlé, donc c'est la déclaration préalable. Donc ça, c'est un acte d'urbanisme qui est obligatoire quand on modifie une toiture. Donc voilà, donc là, il n'y a rien de bien compliqué, mais c'est un élément à ne pas oublier. On voulait aussi ajouter au niveau des marchés publics, donc pour lesquels on est tous obligés de passer par les marchés publics lorsqu'on souhaite avoir une entreprise. Nous, on a ajouté dans notre dossier de consultation un bilan carbone pour les panneaux, parce qu'en fait, on souhaitait des panneaux plutôt locaux, et on a obtenu donc des panneaux qui venaient de France, d'Alsace. Donc, on était assez contents. Donc, on a mis un bilan carbone assez restreint. Donc, ça, c'est une idée si vous voulez la reprendre éventuellement. Voilà, donc ensuite, le reste, on en a parlé tout le long de notre présentation. Et voilà, et même une fois que tout est terminé et que la convention est signée, c'est évolutif, et à chaque instant, on peut rajouter des PDL consommateurs et des PDL producteurs. Donc voilà, rien n'est figé, c'est évolutif tout au long de la vie de ce programme. En conclusion, on peut dire que ce type de projet nous fait des économies sur les factures, des économies pas négligeables, surtout en cette période. Que aussi on décarbone l'énergie qu'on consomme. Et de plus, ça donne aussi une certaine satisfaction de consommer l'énergie qu'on produit. Donc voilà, on en a terminé. Merci pour votre attention. Eh bien, merci beaucoup à vous. Un petit mot pour Noémie. Je te cache pas que je suis un peu dans la galère technique là avec mon téléphone. Si Noémie, tu as repéré des questions dans le fil de conversation, je vois qui est active. Je veux bien que tu m'aides à relayer ces questions auprès de Bertrand et de Marion, parce que je me débat un petit peu là pour te dire. Oui, il y a comme question sur les charges, et notamment les charges de fonctionnement de ce SPIC. Est-ce que c'est pris en compte dans les 8 centimes d'euros, votre temps de travail en fait, et notamment celui de Marion, j'imagine. Et sinon, est-ce que vous avez une idée des charges J'avais perçu une question sur d'où on sortait nos coûts de consommation. Oui, aussi. Effectivement, tous les producteurs et tous les fournisseurs d'énergie ont dans ce type d'illustration pour donc EDF, Enedis aussi peuvent vous fournir donc un logiciel de suivi. Nous, on a contracté avec un prestataire qui est Eagle, en fait, qui arrive à compiler et les consommations d'électricité et les consommations de gaz. Marion, il vous faudrait réactiver votre son en fait pour entendre les questions. Marion, Oui. Ouais, vous m'entendez? Oui. Ah, ok. Du coup, est-ce que vous pouvez vous passer le téléphone en fait quand vous voulez répondre, parce que sinon on va avoir un écho terrible. Du coup, je laisse Noémie continuer à vous poser des questions. Ok. Ouais. Ok. Il y avait une question sur comment sont assumées les charges du SPIC, quelle charge ça représente. Et si les charges de personnel associées au fonctionnement du SPIC sont intégrées dans les 8 centimes du kilowattheure. Oui, donc il n'y a pas de charge de personnel, parce que donc sur le budget annexe, il n'y a pas de personnel. D'accord. Et après, les autres charges, j'ai pas compris, c'était quoi le début de la question? Si c'est inclus dans les 8 centimes, mais bon, si du coup, c'est-à-dire votre temps de travail est pas valorisé, et pas compté sur la gestion de ce SPIC. Non, parce que nous, donc, on est des employés de la commune. On est des employés de la commune, donc on est payé par la collectivité. Et voilà. Alors après, c'est peut-être une question qui pourrait éventuellement venir, mais pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Ok, il y avait une question de Yannick. Pourquoi l'orientation Est-Ouest est meilleure pour l'autoconsommation?
Et nous, on a l'expérience d'un bâtiment il y a quelques années, en 2014, où on avait installé donc du photovoltaïque plein sud pour la revente totale. Et donc pour la revente totale, c'est parfait, c'est ce qu'il faut faire. Et en fait, est-ouest, c'est mieux pour l'autoconsommation parce que ce qu'on cherche, c'est à autoconsommer le maximum. Et quand on est plein sud, on a un pic du midi. Ça fait une parabole, en fait, la courbe enfin, c'est ce qu'on a vu un petit peu là tout à l'heure. Ça fait une parabole, la courbe de production. Et quand on est plein sud, la pointe est beaucoup plus haute. Et quand on est est-ouest, on démarre plus vite. Et donc entre midi et 2, c'est un peu moins haut, la parabole, et on finit un peu plus tard. Je ne sais pas si j'étais très clair. Si, pour moi, c'est clair. Donc, ça Du coup, correspond mieux à un profil de consommation plus continu. Des toitures terrasses, et comme des toitures terrasses, là, on oriente comme on veut, et on choisit de mettre est-ouest pour éviter ce pic du midi. Ok, il y a une question, est-ce que vous avez directement réalisé des marchés publics de travaux ou est-ce que vous avez pris une maîtrise d'œuvre? Alors, on a tout fait en interne. Tout ce qu'on vous a présenté, donc c'est Marion et moi, on a tout fait en interne. Même le suivi de chantier, tout est fait en interne. Il y avait une question aussi. Est-ce que vous pouvez transmettre les DCE? Ça, je pense qu'on peut les transmettre parce que de toute façon, c'est des choses qui sont publiques. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de souci. C'est notamment pour le bilan carbone, peut-être. Julien demandait aussi si dans une opération d'ACC, il y a un 36 kg et un 150, est-ce qu'on peut prioriser la consommation d'énergie pour optimiser l'achat du surplus? J'ai pas compris. En fait, dans le choix de la distribution du surplus, on peut choisir vers quel compteur on peut prioriser. Enfin, c'est notre choix avec la répartition dynamique qu'on choisit nous-mêmes. On peut choisir vers quel compteur aller. Donc, effectivement, le compteur où on a une électricité qui nous coûte plus cher, on peut le favoriser dans la démarche. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres questions, mais peut-être si on peut revenir un tout petit peu là sur les courbes Eagle, là. Peut-être si vous pouviez repréciser, parce que Bertrand en avait beaucoup parlé avant tous les deux au téléphone. Vous, c'était vraiment ce suivi de conso qui a même déclenché l'idée d'une opération d'autoconsommation collective, si je ne m'abuse. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, on a découvert cet outil donc en 2021, je sais plus. Et en fait, quand on a découvert cet outil, on a essayé de comprendre nos consommations, ce qu'on ne faisait pas quand on n'avait pas cet outil. Donc c'est vraiment cet outil qui a tout déclenché. Et donc c'est un peu ce qu'on vous a expliqué là, c'est que grâce à cet outil, on a essayé de comprendre les consommations, on a essayé de réduire nos consommations, et on a vu qu'on avait des consommations de toute façon qu'on ne pourrait pas réduire, et on a cherché comment faire pour économiser. Et l'idée du photovoltaïque en autoconsommation est arrivée. Et donc après ça vient à cette présentation qu'on vous a faite sur la recharge des toitures, etc. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez dû faire des renforcements de toiture avant d'installer ces deux centrales PV? Oui. Alors, donc à chaque fois, moi, je fais une petite étude structure par un bureau d'études spécialisé, et qui me dit si la charpente est OK pour accepter la surcharge, ou s'il y a un renfort à faire. Donc ça m'est arrivé de faire un renfort, mais c'était assez anecdotique. Après, donc comme on a un petit peu l'expérience, on sait que par exemple, quand on a une toiture amiantée, ça je le dis parce que ça peut intéresser peut-être du monde, quand on a une toiture amiantée et qu'on la remplace par un bac à scie tout simple, eh bien quand on compare le poids de la toiture amiantée et le poids du bac à scie plus photovoltaïque, on arrive à 0. Et donc, ça ne crée pas de surcharge. Et ça, c'est assez intéressant, ça. Ok, merci. Est-ce que vous avez… Ah oui, alors on fait un peu des allers-retours sur les sujets, mais sur les clés de répartition, tous les combien sont-elles calculées? Et tous les combien vous devez les transmettre à Enedis peut-être aussi? Tous les mois. C'est tous les mois en fin de mois.
Voilà. Et donc là, comme c'est un travail qui est assez conséquent, c'est là qu'on a pris InnoGrid. Donc ils ont un outil pour nous aider à répartir nos consommations. Autrement, il aurait fallu le faire manuellement et ça aurait été infaisable en fait. Voilà. Et par pas de temps, 30 minutes, me souffle Marion. Ok, il y a beaucoup de questions sur le coût des renforcements, mais je ne crois pas qu'on puisse répondre d'une manière générale. Donc, c'est vraiment au cas par cas. Exactement. Et après, ouais, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on a des bâtiments avec des grosses charpentes, comme des gymnases, souvent les bâtiments sont pas adaptés pour recevoir de la surcharge. Donc ouais, c'est vraiment un sujet, ça, le surpoids. Après, là aussi, on peut trouver parfois des solutions qui coûtent moins cher. Par exemple, pas équiper toute la toiture, mais se mettre en bas de toiture au niveau des poutres pour que les panneaux à supporter soient mieux positionnés. Donc, bon, ça limite la puissance, mais ça permet d'éviter des renforcements parfois trop chers. Voilà, il y a des questions sur le coût des prestations de Eagle d'une part et de InnoGrid d'autre part. Ben ça je pense, je sais pas si on doit y répondre parce que est-ce qu'on a un prix ou pas, je sais pas. Je pense qu'il faut leur poser la question tout simplement. Et puis en plus, ça dépend aussi du souhait de la collectivité, jusqu'où elle veut aller, de l'aide qu'elle souhaite. Je pense que c'est un peu compliqué de répondre comme ça de manière globale. Oui, mais Marion me souffle du coup que InnoGrid aussi, c'est en fonction de la puissance de notre installation patrimoniale. Et donc peut-être aussi redire que vous allez augmenter la puissance. La participation, c'est anecdotique pour donner. Okay. Oui, il disait, excusez-moi, je ne sais pas si ça a été entendu, mais Bertrand disait que c'était anecdotique de toute façon par rapport au coût de l'opération. Noémie ? Oui, non, je disais que vous avez bien compris qu'ils allaient augmenter la puissance au fur et à mesure, et donc il y a déjà 150 watts crête de plus qui sont prévus en 2023. Et comme ça, cette opération d'ACC va s'enrichir. C'est une seule et même opération d'ACC, mais sur laquelle ils vont venir rajouter de la puissance de production, éventuellement aussi rajouter des sites de consommation à mettre en face pour étoffer le foisonnement, profiter de ce foisonnement. Et donc, comme ça, faire un peu boule de neige et faire grossir cette opération d'autoconso collective à l'intérieur de ce périmètre des 2 km de diamètre. Voilà. Et puis, ce qu'on voulait dire aussi, c'est que c'était faisable. En fait, ça semble compliqué, mais ouais, quand on s'y penche un peu et qu'on ne loupe pas les étapes, c'est tout à fait faisable. Donc, il y a une question de l'ALEC 46. Pensez-vous ouvrir cette opération d'autoconso collective aux citoyens à terme ? Alors nous, on a choisi de démarrer l'autoconsommation collective de manière simple. C'est pour ça qu'on a été dans un premier temps uniquement entre nous et nous, donc sur une opération patrimoniale. Pas avoir toutes ces histoires de PMO, de contrats, de refacturation, etc. L'objectif, c'est un jour d'y associer à minima le centre communal d'action sociale. Après, aller chercher des particuliers, ça nous semble beaucoup trop compliqué. Alors, il y a une question de Guillaume, mais je pense que c'est plutôt pour moi. La dérogation supérieure à 2 km est-elle donnée facilement ? Donc, vous ne l'avez pas demandé à Cournon d'Auvergne ? Parce que vous êtes en territoire périurbain, on va dire, voire encore urbain même. Ouais, nous, on l'a pas demandé, parce que puis, comme on l'a vu, les 2 km, ça correspondait bien à notre territoire. Après, les 2 km, c'est pas à 100 mètres près non plus. Donc, pour répondre à Guillaume, a priori, elle est quand même donnée relativement facilement. C'est juste une lettre à adresser à la DGEC en expliquant le foisonnement dont vous avez besoin et la densité du territoire qui permettrait pas de satisfaire ce foisonnement-là. Donc, voir si pour faire de l'autoconsommation patrimoniale sur un établissement public
de coopération intercommunale. Est-ce que ça se justifie? À mon avis, il faut tenter le coup. En tous les cas, c'est pas très compliqué de solliciter cette dérogation. Donc, ce serait dommage de ne pas tenter le coup. Oui, après, donc oui, je crois que vous aurez les liens vers le replay et les présentations. Oui, je confirme, Hubert, vous trouverez tous les liens avec la vidéo et les 2 présentations d'aujourd'hui sur la e-communauté, et on vous transmettra en fait le lien direct pour y accéder. Ok, d'autres questions? Alors, il y a une question: dans le cas d'une grosse collectivité, peut-on réaliser plusieurs opérations d'ACC pour une même PMO? A priori, oui. C'est-à-dire mais on n'a pas d'expérience en la matière, et les juristes avaient l'air de dire que c'était mieux de créer une PMO par opération d'autoconsommation collective, mais on voit, il n'y a pas de texte qui interdirait l'inverse en fait. Ok. J'ai l'impression que le flux de questions est en train de se tarir tout doucement. On a beaucoup de merci. Donc, je ne sais pas si vous les voyez, Marion et Bertrand, mais ils ont l'air sincères et nombreux malgré les difficultés techniques à vous entendre. Et moi aussi, j'ai une paire de merci à adresser à vous deux. Tout d'abord, Marion et Bertrand, pour nous faire part de cette super opération que vous avez fait. Vraiment, bravo. Ça a l'air d'être simple, mais voilà, un jour on regarde ces courbes de consommation et tac, tout d'un coup on a l'idée et après on le fait. Je trouve ça personnellement admirable et bravo pour ça. Un super grand merci à Noémie qui, je le sais, est débordée et qui a trouvé le temps non seulement de préparer ce webinaire, mais de le co-animer avec moi puisque j'étais un peu dans la galère. Donc, super grand merci Noémie à toi et pour tout ce que tu fais pour les énergies renouvelables dans ta région, mais aussi ailleurs. Je vous donne rendez-vous très vite sur la e-communauté transition énergétique pour un nouveau webinaire. Regardez les flux d'informations, vous serez prévenus du thème et de la date et de l'horaire. Vous aurez accès, donc je le redis une dernière fois, je pense demain ou après-demain, dernier carat, au replay de ce webinaire que je vais essayer de rendre plus digeste au niveau de l'audition en tout cas. Et en tout cas, vous aurez aussi, bien sûr, les 2 supports qui ont été présentés aujourd'hui. Je vous remercie toutes et tous pour votre participation. Vous êtes très, très nombreux. On a été jusqu'à 140 dans ce webinaire. Donc, merci à tout le monde et à très bientôt. Au revoir. Au revoir, merci.